Pour ouvrir cette session, nous allons aborder la question extrêmement intéressante des relations entre vie privée et génomique. Et donc nous avons l'immense honneur d'accueillir Jean-Pierre Hubaut, qui est professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a été professeur invité au centre de recherche d'IBM Watson et à UC Berkeley. Après avoir été un pionnier dans les domaines des réseaux sans fil et des véhicules communicants, il vise maintenant la conception et le déploiement d'outils de protection de la sphère privée. Il traite d'une part des techniques de sécurité dans les réseaux de communication, avec un accent particulier sur les réseaux mobiles, et d'autre part, par la protection des données, avec une priorité sur les données biomédicales et surtout génétiques. Il est fellow de l'I3E depuis 2008 et de l'ACM depuis 2010. Jean-Pierre, si tu veux bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir mis sur pied cet événement. Je pense que ce genre d'événement, il faudrait qu'il y en ait davantage, car il faut favoriser ces échanges entre le monde de la recherche et puis la société civile. Alors, les travaux que je vais montrer ici se font avec un grand nombre de collaborateurs certains sont mentionnés ici. Les transparents sont un petit peu bilingues. Nous avons sombré dans l'anglais fédéral à Lausanne, mais bon, donc il y a une certaine influence à cause de ça, mais je pense que ça va aller. Alors, on va commencer, puisque ce matin on a vu la sécurité, aujourd'hui, cet après-midi, c'est la privacy dans la sphère privée. Donc rapidement, peut-être une définition. La sphère privée, le souci n'est pas la confidentialité absolue des données, le souci c'est le contrôle de l'usage des données, le contrôle de l'usage des données des citoyens, donc faire en sorte que les citoyens puissent choisir la façon dont leurs données sont utilisées. Il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits sur le sujet, en voici un, il y en a d'autres. C'est un sujet qui a été très très bien étudié par un certain nombre de chercheurs du côté juridique, sociologique, etc. Maintenant, il y a un gros problème au niveau de la sphère privée, parce que cette sphère privée se retrouve à être en porte-à-faux avec un certain nombre de choses. La première, c'est avec la sécurité au sens de la protection par exemple, des territoires, la lutte contre le terrorisme, qui hélas est aujourd'hui une préoccupation, en tout cas qui est perçue comme un problème majeur. Ensuite, l'utilisabilité. Dès lors qu'on a des outils qui permettent de mieux protéger la sphère privée, ils sont souvent plus difficiles à utiliser. Le business. La sphère privée est en fait au détriment du business, parce que le business, par exemple, se nourrit de la publicité ciblée. Ensuite, la performance des systèmes. Bien souvent, les systèmes de protection de la sphère privée amènent une lourdeur qui ralentissent la performance et ralentissent évidemment l'adoption de ces systèmes. Et enfin, une partie de la médecine se trouve en partie, si on veut partiellement, freinée par le fait que les dossiers médicaux des personnes ne sont pas librement accessibles. Il y a une erreur classique qui est faite concernant la privacy, qui est de dire « je ne fais rien de mal, donc ça ne pose pas de problème si un certain nombre de personnes ont accès à mes données ». C'est une erreur qu'on entend très très souvent. Et donc, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que la protection de la sphère privée est un droit fondamental et qu'il n'y a pas de liberté sans protection de la sphère privée. Toutes les dictatures violent la sphère privée, toutes les démocraties qui se respectent cherchent à protéger la sphère privée. Autre point important, c'est que la protection des données n'est pas un souci qui date du XXe siècle, c'est un souci très ancien et que l'on retrouve en particulier dans le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate est, comme vous savez, un serment que les médecins ont prononcé au fil des siècles. La médecine a évolué considérablement depuis la Grèce antique, bien entendu, mais par contre, dans le serment d'Hippocrate, qui lui-même a évolué dans une certaine mesure, dans le serment d'Hippocrate, la protection, la confidentialité des données médicales est quelque chose qui est resté au fil des siècles. C'est une préoccupation tout à fait réelle et légitime. Il y a aussi un certain nombre d'œuvres de fiction qui sont liées à ceci. Il y a bien entendu 1984, George Orwell, qui est, je pense, connu. Ensuite, au début des années 2000, Das Leben der anderen, qui était un film sur les activités de la Stasi dans la DDR de l'époque, dans la République est-allemande. Et enfin, plus récemment, un ouvrage qui est sorti d'ailleurs aussi en français, qui s'appelle Le Cercle, qui est une version, si vous voulez, moderne de 1984. Avez-vous lu, j'aimerais faire un petit sondage, qui parmi vous a lu
le cercle levé, la main fièrement. Et voilà, il n'y en a que 2, voilà, parfait. Et donc, la moitié des 2, en fait, au moins, n'habitent pas en France. Donc, amis français, cultivez-vous. Vous lisez Monterland et puis vous lisez Montesquieu, c'est bien. Mais il y a aussi d'autres trucs plus récents qui sont utiles. Il y a Houellebecq, bien sûr, mais voilà, lisez Heger, c'est extrêmement instructif. Alors, le grand risque dans cette affaire, c'est en fait la manipulation des esprits. Et donc, on se retrouve dans une société à 2 étages, où on est ici, voilà les citoyens, et puis il y a ici un certain nombre de personnes qui nous observent et qui cherchent à nous influencer d'une façon ou d'une autre. Alors, ceci mène à 3 préoccupations majeures. La première, c'est au niveau du modèle de business. Donc ici, il est facile de prévoir qu'on va avoir de plus en plus de technologie, plus de puissance de calcul, plus de bandes passantes à disposition, plus de récolte des données privées, plus de devices qu'on va porter sur nous. Et donc, on va affiner petit à petit le feedback loop entre l'utilisateur qui est ici. Donc, il va fournir ici des cookies, des browser fingerprints, des clics, des contenus d'email, des recherches sur le web, des données sur les réseaux sociaux, mais aussi un rythme cardiaque, le regard, où le regard est-il porté sur l'écran, les téléphones modernes savent le faire, les sons ambiants, la mesure de la sueur. Donc tout ceci permet d'alimenter ensuite ici du data mining et du machine learning qui permet d'avoir des stimuli optimisés, donc des publicités en particulier, pour maximiser la probabilité d'une décision d'achat. Si on peut pas encore parler de décision, bien entendu. Donc ça, c'est la préoccupation au niveau du business. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça c'est le monde pratiquement d'aujourd'hui. Deuxième préoccupation, c'est évidemment la surveillance de masse, les révélations Snowden, etc. Donc ça a été amplement relayé par la presse. Troisième préoccupation, ce sont les attaques contre les systèmes vulnérables. Les banques ont fait un effort, les banques sont encore attaquées, mais elles ont quand même fait pas mal de boulot pour augmenter leur sécurité. Donc le crime organisé change petit à petit de cible pour en trouver d'autres qui soient plus vulnérables. Il y en a une cible de choix qui est le système de santé. Et donc, en particulier aux États-Unis, il y a énormément d'épisodes sur ce sujet-là. En particulier, ceci est le plus célèbre, son Anthem, c'est une assurance maladie aux États-Unis qui a fait l'objet d'un hacking au début de l'année dernière, avec entre 60 et 80 millions de dossiers de personnes qui ont été en fait piratées et qui ont été donc volées. Le problème a pris une telle proportion aux États-Unis qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle le mur de la honte. Donc c'est le Wall of Shame qui est un site web officiel. Donc vous pouvez aller consulter ce site web. Ce mur de la honte est un site web sur lequel les entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé, sur lesquelles elles sont tenues de révéler en fait le fait qu'elles ont été victimes d'une attaque informatique ou d'un vol de données ou d'une perte de données, etc. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'environ, si vous allez sur le site web, vous verrez qu'il y a environ 2 phénomènes de ce genre-là en moyenne par semaine, chacun affectant au moins 500 personnes. Mais ça peut être des milliers, des dizaines de milliers, ou voire des millions, comme on a vu précédemment. Ceci ne concerne pas que les États-Unis. Il y a des attaques contre les hôpitaux allemands, par ransomware en particulier. Ce type d'attaque a été mentionné ce matin. Donc, encryptage malicieux à distance des dossiers. Donc, de cette façon, certains hôpitaux ont été empêchés de fonctionner parce qu'ils n'avaient plus accès à leurs dossiers patients. Même en Suisse, il y a eu un scandale l'année dernière parce que des fichiers patients sont partis d'analyse médicale, en fait, sont partis se balader sur le web alors qu'ils n'auraient évidemment pas dû. Et puis, qu'en est-il en France ? Rien. En France, évidemment, les données médicales sont aussi une nouvelle cible des hackers. Donc, par exemple, le laboratoire Labio attaqué l'année dernière. Et ensuite, les attaques, donc Hôpital du Chêne, Centre hospitalier d'Épinal dans les Vosges, l'hôpital de Villejuif, etc. Donc, la série est longue également ici. Maintenant, en plus de ça, l'avalanche génomique est en train d'arriver. C'est peut-être une représentation un peu helvétique d'un danger immédiatement. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc pour en venir maintenant à la génomique, c'est qu'il y a un effondrement des coûts. Donc, les progrès technologiques ont été considérables dans ce domaine, à un tel point que la progression, si on représente ici au fil des années
la diminution du prix, si vous voulez, exprimé ici en dollars, donc on est ici à 100 millions de dollars, ici on est à 1000 dollars, on voit que la progression en termes de baisse des prix a été beaucoup plus rapide que la loi de Moore. Donc on a un phénomène ici qui est extrêmement rapide et qui va générer des données en très très grande quantité. Voilà une autre représentation ici. Vous voyez, on est aujourd'hui à environ 1,5 million de personnes séquencées, c'est-à-dire dont l'ADN a été reconstitué numériquement et se trouve maintenant dans des fichiers. 1,5 million, c'est encore relativement faible par rapport aux 7 milliards d'êtres humains, mais on voit, disons, la tendance. Alors maintenant, de ce fait, les ingénieurs prennent de plus en plus confiance en eux, et donc MIT Technology Review est un des magazines les plus lus par les chercheurs dans le domaine de l'ingénierie, y compris en informatique. Bien entendu, quand les ingénieurs commencent à mettre des bébés sur leur couverture de magazines, il y a tout lieu de s'inquiéter. Mais on voit le potentiel, si vous voulez, de faire évoluer l'espèce humaine en fonction des techniques dont on commence à disposer. Alors, un certain nombre d'initiatives au niveau gouvernemental ont été prises, justement pour tirer parti de cette évolution dans le domaine de la génomique, que ce soit aux États-Unis, donc ça c'était il y a déjà 2 ans. L'idée c'était de séquencer 100 000 citoyens de Sa Gracieuse Majesté. Ensuite, 1 million pour les États-Unis, c'est aussi une intention qui est affichée, ce n'est pas encore réalisé, mais c'est en cours actuellement. Et puis, qu'en est-il de la France? Eh bien, le plan France Médecine Génomique 2025, lettre de votre ancien Premier ministre de mars 2015, avec la volonté de développer une filière nationale de la génomique, avec l'intention donc d'avoir, bon, si les Britanniques en font 100 000, on doit pouvoir en faire 200 000 en France, bien entendu, donc 200 000 séquençages par année d'ici 2020. Donc l'intention est affichée et donc je pense que les machines sont lancées. Donc le phénomène est irréversible. Bien entendu, est-ce qu'on entend bien le micro? Ça va? Bien entendu, les initiatives au niveau des géants de l'Internet se sont rapidement développées. Donc tout le monde est là. Donc que ce soit Google, que ce soit IBM, que ce soit Microsoft, Apple, Amazon, chacun ont leur projet. C'est sous différentes formes, bien entendu. Dans le cas de Google, il est possible, par exemple, de stocker son génome chez Google pour la somme modique de 25 ou 30 dollars par année. C'est un petit loyer, si vous voulez. Dans le cas d'Amazon, bien entendu, ils voient bien que le cloud a un rôle très important à jouer dans ce domaine. Alors la dynamique est tellement forte qu'il faut un petit peu de structure, et donc a été mis sur pied le GA4GH, la Global Alliance for Genomics and Health, qui est une organisation professionnelle qui vise à définir les standards du domaine, les bonnes pratiques et ainsi de suite, et à mettre un petit peu d'ordre dans cette évolution extrêmement dynamique. Nous travaillons avec ces gens-là, c'est tout à fait intéressant. Ils sont organisés essentiellement sous forme de milices, si vous voulez, comme ça se fait souvent dans ce domaine. Un petit peu sur le modèle de l'IETF pour le cas de l'Internet. Venons-en peut-être rapidement aux utilisations l'utilisation médicale de la génétique. Il y a essentiellement 2 domaines. Le premier, c'est les tests de risque pour, disons, pouvoir faire du diagnostic à l'avance, effectivement. Donc ça, c'était l'exemple ça a été popularisé par l'exemple d'Angelina Jolie qui avait, sachant qu'elle avait un risque élevé de cancer, a décidé en fait de se faire pratiquer une double mastectomie et également une opération pour supprimer les ovaires, de manière à échapper ce type de cancer. Premièrement. Deuxièmement, c'est la pharmacogénomique, c'est-à-dire, c'est ce qui ouvre c'est en fait la possibilité d'avoir une médecine qui soit spécialisée en fonction en fonction du patient, enfin en fonction du profil du patient, en particulier de son profil génomique. Alors maintenant, le panorama est extrêmement riche parce qu'il y a aussi des entreprises qui font ce qu'on appelle du direct-to-consumer genomics, c'est-à-dire la possibilité de directement fournir soi-même un échantillon biologique, par exemple sous la forme de salive, l'envoyer par la poste. Et puis, Ancestry.com, par exemple, se fait un plaisir de vous ouvrir un compte sur lequel ils vous disent, ben évidemment, parmi vos ancêtres, il y a tant de gens qui se trouvent, qui étaient plutôt asiatiques et machin, etc., un peu néandertaliens et ainsi de suite. Alors, c'est une expérience extrêmement enrichissante pour les racistes, parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont africains. Mais voilà, donc ça fait partie, disons, du service qui est offert.
Alors maintenant, l'autre point, qui est plus connu, je pense, ici en Europe, c'est 23andMe. Donc c'est un service un petit peu qui fonctionne un petit peu sur le même modèle, mais avec une intention cette fois de fournir un pronostic sur votre évolution de santé. Par exemple, ici un exemple, on peut dire, dans votre cas précis, eh bien, on peut voir que il s'agit d'un homme probablement ici, le risque d'un cancer de la prostate, qui est plutôt un vilain cancer. Hein. Le risque ici, en moyenne, elle serait de 17%. Pour cet individu, il est de 29%, etc. Après, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Ça, c'est une autre question. Mais disons, voilà le type de service fourni. Alors, en plus de ça, bien entendu, la génétique, disons, les deux services qu'on a vus préalablement, donc que ce soit Ancestry.com et puis 23andMe, offrent aussi une information sur d'autres personnes qui ont fait appel à ce service potentiellement. Et donc, ça permet de découvrir des personnes de sa famille qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y a un exemple célèbre, il y en aura d'autres, bien entendu. Ça permet de découvrir des demi-frères, des demi-sœurs, etc., en fonction de l'activité, disons, qu'a pu déployer tel ou tel parent dans le courant de l'existence. Donc, il y a eu effectivement des cas qui ont brisé des familles à cause de découvertes fortuites réalisées à cette occasion. Alors maintenant, on est ici face à un défi majeur pour notre espèce, qui est comment est-ce que nous allons composer avec la protection de ces données, donc qui doivent être protégées pendant plus d'un siècle, parce que les générations suivantes sont concernées. Les données sont volumineuses, c'est de l'ordre de 300 gigaoctets par personne. Il faut pouvoir mener des études. Quand on fait des études de corrélation en médecine, il faut pouvoir faire des corrélations sur des dossiers, sur des millions, voire plus de dossiers de patients. Les données elles-mêmes sont bruitées parce que les séquenceurs commettent encore des erreurs. Les données sont corrélées à l'intérieur d'un même génome, et puis évidemment entre les génomes de différentes personnes, que ce soit au sein d'une famille ou au sein d'un groupe ethnique. Et puis on a une communauté d'instances plus ou moins fiables qui sont les instances de séquençage elles-mêmes, les hôpitaux, les laboratoires d'analyse, les médecins et ainsi de suite. Et 4 grands types d'applications. Le premier, c'est évidemment la médecine elle-même. Le deuxième, c'est la recherche médicale. Le troisième, c'est la forensique, puisque, comme vous savez, l'ADN est utilisé aussi par la police. Et puis, tout ce qui est Ancestry, donc qui est un petit peu plus récréatif, donc la reconstitution des arbres généalogiques. Ce qui nous mène à Gattaca. Combien d'entre vous ont vu ce film? Ah, voilà, vous voyez, il y a de l'espoir. There is hope, excellent. Alors, donc, voilà, donc on est en train gentiment de se rapprocher de ce scénario. Donc, c'est intéressant, ce film date pratiquement d'il y a 20 ans, donc il avait bien anticipé un certain nombre de problèmes. Mais il a aussi introduit un certain nombre d'idées fausses, et en particulier cette idée-ci, qui est qu'en fait, la protection des données génomiques est sans espoir, puisque de toute façon, nous laissons des traces biologiques de nous-mêmes, que ce soit sous forme de cheveux, de gouttes de salive, etc. Et donc, les cellules que nous laissons comme ça peuvent être récoltées et être utilisées à des fins un petit peu malicieuses pour nous séquencer. Et donc, il est sans espoir de pouvoir protéger les génomes. Alors, ceci, c'est faux. Heureusement, ce raisonnement-là est faux. Il a été encouragé un petit peu par ce film, malheureusement, mais ce raisonnement est faux. Par ailleurs, c'est un bon film, mais il a pu introduire certaines fausses idées. La raison pour laquelle c'est faux, c'est que, en fait, le fait de réaliser ceci est à la fois cher, illégal, on peut commettre de nombreuses erreurs, et puis c'est extrêmement difficile de faire un passage à l'échelle. C'est une attaque qui peut fonctionner contre des individus ciblés. En particulier, on sait que le président en charge des États-Unis aujourd'hui, donc Barack Obama, a un certain nombre de personnes qui sont autour de lui pour ramasser justement des traces de ce type, qui passent avec des petits aspirateurs, qui nettoient les verres et ainsi de suite. Mais à l'échelle d'une ville comme Paris, le fait d'aller commencer à ramasser des cheveux dans le métro ne mènerait évidemment nulle part. D'autre part, il faut absolument éviter que la communauté médicale, que ce soit du côté de la recherche ou du côté du soin, ne soit le complice, direct ou indirect, d'une fuite massive des données génomiques. Ce serait absolument catastrophique pour le système de santé, pour le système médical dans sa généralité. Alors, je vais introduire ici un tout petit peu, un ou deux éléments peut-être rapidement au niveau de la génomique, introduire la notion de SNP.
SNP, Single Nucleotide Polymorphism, pour expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent. Donc ici, on a ici deux individus. Donc un individu, donc le génome d'un individu A, un génome d'un individu B, et vous avez ici en fait deux chaînes de caractères qui correspondent à des composants chimiques. Une chaîne de caractères, chacune d'entre elles étant, disons, héritée de la mère et du père. Et alors, en général, presque tous les caractères, en fait, ils sont les mêmes pour les êtres humains aux différents endroits. Nous avons exactement le même génome, et c'est pour la raison pour laquelle nous avons 2 yeux, 2 poumons, un cœur, etc. Mais il y a quand même quelques variations. Et ces variations expliquent que certains d'entre nous ont les yeux bleus, les autres les yeux marrons, les yeux plutôt grands, plutôt petits, et ainsi de suite. Et donc, on définit comme ceci la notion de SNP, c'est-à-dire, c'est-à-dire ce sont des lieux où effectivement il peut y avoir une différence dans ces caractères. Ces caractères prennent 4 valeurs, A, C, G et T, ce sont les noms de composants organiques, peu importe le détail. Et on voit qu'ici, la première position, ce sont exactement les mêmes valeurs. Dans la deuxième position, on a ici une variation entre l'individu A et l'individu B. Et après, on a la même ici, GG, GG, etc., CC, CC, A. Et puis ici, on a une autre variation. On a ici AA, et puis ici, on a GG, et ainsi de suite. Alors, suivant la situation, on va parler du fait qu'on a des homozygotes mineurs, hétérozygotes, homozygotes majeurs. Alors maintenant, ceci permet d'introduire, en fait, Stéphanie Delon ce matin a parlé heureusement déjà de Alice et Bob. Alice et Bob, donc, ce sont deux personnages qu'on utilise tout le temps en sécurité, en cryptographie, pour représenter 2 personnages qui s'échangent comme ça, mais il ne se passe jamais rien en fait, ils s'échangent, ils s'authentifient. Donc en fait, ce qu'on observe ici dans le slide 33 qui va venir après, on voit la fin de l'histoire, c'est qu'en fait après avoir échangé intensément et s'être, disons, authentifiés intensément les uns les autres, l'un l'autre, puis on va échanger des milliers de messages, disons, confidentiels, et puis après avoir établi un certain nombre de canaux sécurisés, et après des années de relations intenses mais platoniques, finalement, ils décident de se rapprocher. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que donc on parle de nonces, donc de nombres pseudo-aléatoires en sécurité. Donc chacun d'entre eux génère des nonces. Donc ici, Bob génère ici, à partir de son génome, il génère des nonces, voilà, et puis après il les stocke ici, séparément. Donc c'est une partie de l'algorithme qui est offline. D'accord ? Donc ça s'appelle évidemment pour un homme des spermatozoïdes. Pour Alice, elle fait la même chose, mais à un rythme nettement plus modéré, plus raisonnable, c'est une femme. Donc ici, elle a voilà, elle va avoir des gamètes également, des ovules. Et puis dans certaines conditions de température et de pression, ils se rapprochent et combinent leurs 2 nonces, et ceci peut donner potentiellement un enfant. Donc ceci montre en fait que le génome de l'enfant va être exactement influencé très directement influencé par les génomes des parents. D'accord ? Alors maintenant, ceci veut dire que maintenant, quelle est l'application en matière de sphère privée ? On va ici sur un site qui est le site OpenSNP. OpenSNP, c'est un endroit où les gens peuvent uploader, comme on dit en français contemporain, uploader leur génome. Ils se feront séquencer et puis ils disent, voilà, mon génome, c'est ça. Alors on peut appeler ça du géno-exhibitionnisme, mais en fait, ça peut aussi partir d'une bonne intention qui est, j'aide la science en révélant mon génome. Ils le font soit sous leur nom réel, soit sous un pseudonyme. Donc on prend ici un exemple, on a effacé pour des raisons éthiques le nom de la personne, mais il apparaît. Et puis après, assez facilement, on peut aller dans Facebook, on retrouve la même personne. Dans Facebook, on dit, tiens, ben, c'est intéressant, cette personne ici, fièrement, déclare sa famille. Et hop, et donc maintenant, on dit, ben, maintenant qu'on connaît le génome de cette personne-ci, on va pouvoir tirer un certain nombre de conclusions sur les génomes des personnes qui lui sont apparentées. Et puis, on va pouvoir, comme ça, tirer par inférence un certain nombre de conclusions sur des gens qui ne souhaitent pas forcément être séquencés et qui ne savent peut-être même pas que leur cousin ou leur frère, etc., se trouvent déjà sur le web du point de vue génomique. Alors, dans ce cadre-là, il y a un souci majeur qui sont les attaques par réidentification contre les bases de données génomiques, dans le sens qu'un certain nombre de bases de données sont mises en ligne à disposition des chercheurs, mais malheureusement, on a montré qu'il est relativement facile de retrouver l'identité des gens qui sont là-dedans. Et donc, il y a toute une littérature sur la question. Je vous passe ici les détails, mais c'est un sujet de recherche assez actif.
Et voilà, on est passé, voilà, assez actif. Voilà. Alors peut-être maintenant, juste, bon, je mentionne comme un point important, effectivement. Un autre point, ça c'est un travail que nous menons en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois, c'est en fait comment on va organiser les données. Donc ici, vous avez les participants, vous avez les patients, on leur prélève un échantillon sanguin, à partir de là, on les séquence, à partir de là, on doit pouvoir on va pouvoir stocker ça quelque part dans un cloud sécurisé, et puis il faut pouvoir faire en sorte que les centres médicaux puissent réaliser des examens médicaux à partir de ça. Donc tout ça, tout ce machin-là, en fait, va être protégé par des algorithmes de sécurité du genre de ceux qui ont été présentés ce matin, qui permettent de faire en sorte qu'on ait un certain degré de confiance sur la confidentialité, sur le maintien de la confidentialité des données elles-mêmes. Bien entendu, il faut pouvoir se protéger contre des attaquants qui peuvent se trouver au niveau du centre médical ou au niveau du cloud lui-même. En Suisse, on se met en place justement un réseau de médecine personnalisée ou de santé personnalisée dans lequel un certain nombre d'institutions sont partie prenante, et la France a des projets, disons, un petit peu analogues. Il y a en fait deux grandes familles de stockage des données, soit de manière centralisée, soit de manière distribuée. Alors, suivant ce que l'on veut atteindre, eh bien, on va opter pour une solution ou pour l'autre. Une technique importante pour sécuriser les données, c'est le cryptage homomorphe, qui fera l'objet d'une présentation spécifique demain, dont je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais essentiellement, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que des données qui se trouvent dans deux hôpitaux distincts puissent faire l'objet de calculs sans que la personne qui obtient le résultat ne puisse retrouver ce que sont les données d'origine. Là, juste le résultat lui-même. Voilà. Et puis, une autre solution dont les chercheurs parlent moins volontiers parce que ça permet de moins publier, c'est la solution qui se base sur le trusted hardware, le matériel de confiance, si on traduit littéralement, qui, lui, permet de faire quelque chose d'équivalent, mais qui suppose que l'on fasse confiance au fournisseur du hardware en question. Donc, dans le cas de la solution la plus disponible aujourd'hui, c'est celle de Intel. Donc, il faut faire confiance au fait que, effectivement, ce dispositif ne contient pas de maliciel. Nous travaillons sur ces sujets-là avec un grand nombre de personnes, y compris avec des collègues toulousains, dont un en tout cas est dans la salle, mais surtout avec aussi des universités aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'activités, il y a toute une communauté vibrante autour de ceci, donc je vous encourage à regarder tout ce qui se passe en ligne. Il y a des workshops, il y a des tutoriaux, etc. Donc je vais passer les détails, mais les slides seront à disposition. Nous maintenons aussi, ils ont mis sur pied, nous maintenons un site web qui s'appelle genomeprivacy.org, qui fait un petit peu le point de la situation sur ce sujet, et qui retrace un petit peu toute l'activité qui a eu lieu sur ce thème, ainsi que les équipes de recherche, dans lesquelles on aimerait voir une application plus forte encore de nos amis et voisins français. Et donc Eugène Delacroix va nous aider à conclure là-dessus très prochainement, puisque le temps arrive à son échéance. Un point que je voulais mentionner encore, c'est qu'il y a tous les efforts du côté du fitness tracking, les Fitbit, etc., qui sont un effort parallèle dans lequel les données effectivement relatives à la santé sont collectées et vont également sur des bases de données. Et donc l'agrégation de tout ceci nous mène dans un monde qui est clairement un monde différent. Et les compagnies d'assurance aux États-Unis, mais aussi en Suisse, je pense ici ailleurs, encouragent en fait l'usage de ceci pour que les gens puissent prouver qu'ils ont fait leurs 10 000 pas par jour, qu'ils ne mangent pas trop, etc., de manière à accorder certains rabais. Et voilà, et voici Eugène Delacroix. Donc, aux armes citoyens, donc, je pense qu'il faut vraiment se réveiller sur cette affaire-là. La médecine devient massivement numérique, j'en arrive à mon dernier transparent, par le séquençage du génome, par le dossier électronique du patient, par l'émergence de ce qu'on appelle la P4 medicine, ou c'est Precision Personalized Predictive Participatory Medicine. Et donc, la protection des données médicales, de ce fait, se retrouve être en danger. Le traquage par les outils de mHealth, dont j'ai parlé tout à la fin, exacerbe encore le problème. Et alors, il y a des solutions qui existent, donc la cryptographie, le trusted hardware, les techniques d'inférence qui doivent être bien utilisées pour réaliser l'ampleur des problèmes. Elles existent, encore faut-il les déployer, on est encore tout au début du problème.
Et alors nous avons aujourd'hui à Lausanne développé un certain nombre d'outils dont certains sont en phase de test pour évaluer la façon dont ils répondent à ce problème. Il y a un énorme besoin de standardisation, notamment pour les études multisites, donc entre les hôpitaux français, mais aussi entre les hôpitaux à l'échelle européenne et ainsi de suite. Et donc il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Et nous avons résumé nos propres contributions sur ce site web. Et sur ces fortes paroles, je vais conclure. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite donc à poser des questions. Vous avez utilisé différentes applications du génome. Est-ce que vous êtes au courant que, par exemple, le Koweït va être le premier pays du globe à exiger les visiteurs, comme aux citoyens du Koweït, à fournir un échantillon d'ADN pour entrer sur leur territoire? Oui, Gattaca, on y est. Tout à fait. Donc c'est déjà fait. C'est une thématique que vous n'avez pas abordée. Donc c'était juste pour... J'ai mentionné la forensique comme domaine d'application, mais bon, je n'ai pas pu tout aborder parce que le temps imparti est limité. C'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures. Donc, je suis obligé d'aller extrêmement vite et de parler à un rythme qui défie mes capacités helvétiques d'ailleurs. Mais le point que vous mentionnez est crucial. Et alors, il pose aussi la question de l'interconnexion des bases de données. C'est-à-dire qu'un État... parlons de manière générale, pas spécifiquement d'un État en particulier, mais disons, un État dans lequel les données des citoyens ne seraient pas trop protégées, il pourrait y avoir l'immense tentation d'interconnecter les données de police avec les données médicales. Alors aujourd'hui, la police utilise les parties non codantes du génome, donc typiquement ce qu'on appelle les short-term repeats, c'est la STR. Et en tout cas dans la législation helvétique, il est interdit d'utiliser la partie codante, donc la partie qui définit en partie le phénotype des individus, à des fins de police. Mais il suffit de changer la législation, et puis il suffit d'interconnecter les bases de données, et hop, on arrive à Gattaca. Et on retrouve également la problématique de connexion des données personnelles avec les empreintes. Il faut savoir que les empreintes sur vos passeports, en fait, même si elles sont contrôlées au niveau d'un border control, elles sortent du passeport et c'est l'autorité du pays qui vous reçoit qu'elle contrôle soit sur un lecteur local, soit sur son serveur. Donc, en fait, peut constituer, même s'il n'a pas le droit, dans les faits, de constituer également une base de données biométrique par lui-même. Et ensuite, se pose également le problème de la sécurité de cette base de données biométriques qui sont souvent hackées dans des pays qui n'ont pas la taille suffisante et critique pour la sécurité des données. Donc, se pose également la problématique de sécurité de ces données. Absolument. Et encore une dimension supplémentaire qui est qu'une bonne partie des traits du visage d'un individu, se trouve dans le génome. Et donc, il y a déjà aujourd'hui au moins une entreprise qui est en mesure, à partir du génome, de constituer un portrait robot. Alors, c'est encore relativement grossier, mais à l'avenir, on peut imaginer, disons, une beaucoup plus fine corrélation entre le génome d'une génération à partir du génome d'un portrait robot d'une personne qui soit relativement fiable et ressemblant. Pendant que la prochaine question se manifeste, je me souviens d'un magnifique transparent que tu as, une fleur qui distingue les différentes propriétés du génome humain. Et outre la capacité d'identification, effectivement, il y a aussi le caractère statique qui est particulièrement important. Ah, tout à fait. Donc, j'ai quand même mentionné dans les... Alors, j'ai pas remis la fleur cette fois-ci, parce qu'il faut quand même que je me renouvelle un petit peu. Mais effectivement, au niveau disons sur le transparent qui mentionnait les défis, il y a la nécessité de pouvoir protéger sur une durée qui va au-delà du siècle, ce qui aujourd'hui est un défi pratiquement insurmontable pour les techniques de cryptographie, parce que personne n'est en mesure de dire j'ai un système de cryptographie qui peut être déployable à l'échelle et qui va tenir plus que 20, 30 ou 40 ans. Donc aller au-delà du siècle, là on ne sait pas du tout où ça va mener. Donc on a effectivement ici un problème majeur, c'est que si une base de données encryptée contenant des génomes est hacké, donc ceci est volé, eh bien, la protection cryptographique qui est dessus ne résistera probablement pas aux ordinateurs d'ici 10, 20 ou 30 ans. Et donc à ce moment-là, tout ceci pourra être récupéré. Et ces génomes-là seront encore d'actualité parce que les personnes qui les portent n'auront eu pratiquement pas de changement, à part quelques petites mutations, n'auront pratiquement pas connu de changement par rapport à leur génome.
Oui, Philippe Schneblen, CNRS. Je suis désolé, ma question n'est pas directement sur le contenu, mais elle a été suggérée par vos transparents. Vous parliez sur le mur de la honte. En moyenne, 2 bases de données par semaine aux États-Unis se déclarent victimes de piratage. Est-ce que j'ai bien compris que la majorité des sites qui sont piratés ne sont pas conscients d'avoir été piratés, en tout cas pas dans l'immédiat? Ils le sont a posteriori. Par contre, une fois qu'ils sont sur le mur de la honte, forcément, ça augmente le niveau de conscience. Mais en général, ce sont les entreprises, ce sont les organisations elles-mêmes qui doivent déclarer ceci. Et il y a un incitatif, c'est-à-dire que si elles le font, les poursuites, les conséquences pénales seront moins lourdes que si elles ne le font pas. C'est-à-dire que si elles sont conscientes, ou si quelques employés chez eux sont conscients qu'il y a eu un piratage, et par contre omettent délibérément de le signaler, alors les sanctions sont encore plus graves. Donc ce système, évidemment, est un petit peu spécifique au système anglo-saxon qui porte une très forte priorité sur la transparence. Dans un contexte européen, et vous imaginez encore plus dans un contexte helvétique, ce genre de mécanisme n'est pas encore véritablement déployé. Mais les gens sont souvent conscients d'avoir été victimes d'un piratage ? Non, ça peut bien souvent. Alors, à l'échelle, attention, on parle ici d'organisation. À l'échelle des individus, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'un piratage dont l'ordinateur est enrôlé comme bot dans un botnet sans que la personne en question le sache. Et c'est comme ça que les botnets fonctionnent. Ici, on parle quand même d'institutions, d'hôpitaux, etc. Donc, au bout d'un certain temps, ils finissent par se rendre compte qu'ils sont attaqués. Et puis, en particulier parce qu'il peut y avoir des plaintes. Aux États-Unis, comme vous savez, il y a un énorme problème au niveau de la fraude sur l'identité. Il y a aussi un très gros problème de fraude au niveau des soins médicaux. Les gens se font passer pour quelqu'un d'autre pour être soignés, etc. Parce que là, il n'y a pas de véritable sécurité sociale. Donc, au bout d'un moment, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même si au niveau de l'informatique elle-même, on ne s'en est pas aperçu, il peut y avoir des effets induits qui font qu'on mène une enquête, puis on dit, voilà, ça prédit qu'est-ce qui s'est passé, etc. On retrouve des chevaux de Troie qui sont et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il y a une enquête interne, etc. Et dans le cas de Anthem, ils ont dû véritablement mettre sur pied un site web et une équipe en place pour répondre aux légitimes interrogations et au désarroi en fait de leurs propres assurés.